deuxième partie de cette soirée. Ce film a été fait sans aucune présence d'intelligence artificielle. Paroxysme, comble du paroxysme. Et c'est donc le lien que nous allons faire tout de suite avec ce débat. Surtout en compagnie de son maître de cérémonie, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté d'arbitrer. Je parle de Xavier Delaporte, journaliste et producteur chez France Inter, notamment de la formidable émission Le Code a changé. Cher Xavier, quelle va être la thématique de notre débat ? Eh ben, on va parler d'échecs et d'IA. Je vais spoiler le tout début du deuxième épisode. Mais je ne vous donnerai pas la résolution. Mais dans le tout début du deuxième épisode, parce que cette série est évidemment passionnante, pour ceux qui ont vu le premier épisode, et la suite est vraiment super. Et donc, dans cette scène du début du deuxième épisode, c'est lors de la première manche du rematch. À un moment clé de la partie, Deep Blue fait faire à sa tour un mouvement inattendu qui plonge Kasparov dans un abîme de réflexion qu'il va verbaliser dans la série. Et donc Kasparov fait face à une alternative. Soit la machine s'est trompée, ce qu'il a évidemment du mal à concevoir, parce qu'il a confiance dans les ingénieurs qui l'ont programmé, soit elle a une stratégie qu'il ne comprend pas. Ce qu'il a autant de mal à concevoir, puisqu'il est très sûr de lui. Je ne vous dévoile pas l'issue de la partie, mais c'est une très belle question qui est au cœur de ce qui se passe quand un humain et une machine se rencontrent. Or, avec Deep Blue, on parle de machines qui semblent bien rustres par rapport à ce qu'on a à notre disposition aujourd'hui, y compris dans le strict champ des échecs. Et c'est ce dont on va parler tout de suite, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé depuis Deep Blue, de quel programme se servent aujourd'hui les joueurs et les joueuses d'échecs pour s'entraîner, qu'est-ce que ça change au jeu, mais aussi qu'est-ce que tout ça raconte de notre relation avec ces nouvelles machines, qui sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs. Pour discuter de tout ça, alors on a vraiment la chance d'avoir 3 personnes qui sont chacune expertes en leur domaine. À mon extrême gauche, Éloi Relange, qui est président de la Fédération française d'échecs, grand maître international, ancien champion de France. À sa droite, Xavier Perret, qui est directeur du Cloud Azure chez Microsoft France, donc qui est au sein de l'entreprise, est en charge du développement notamment de l'intelligence artificielle et de ce fait travaille avec la Fédération française d'échecs sur les programmes d'entraînement des joueurs et des joueuses françaises. Et Daniel Handler, qui est mathématicien, qui est philosophe des sciences. Alors, je ne vais pas donner tous vos titres, mais bon, je peux quand même dire que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Ça fait toujours extrêmement chic. Votre champ privilégié, c'est les sciences cognitives, ce qui vous a amené très vite à vous intéresser à l'intelligence artificielle. Et Daniel Handler est l'auteur d'un livre dont peut-être certains sont au courant, qui est un livre absolument magnifique qui est paru il y a 1 an, qui s'appelle Intelligence artificielle et intelligence humaine, la double énigme, qui est vraiment un livre absolument passionnant à lire. Et donc Daniel va avoir un rôle un peu particulier parce qu'il n'est pas un grand praticien, un grand connaisseur des échecs, mais en même temps tout ce dont on va parler résonne avec les questions qui se posent dans son livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui distingue ou rejoint les intelligences humaines et artificielles, comment ça a évolué, d'où ça vient, tout ça, ce qu'on pratique aujourd'hui, etc. Je sais que, alors, vous n'avez pas vu la totalité des épisodes, vous non plus, vous n'avez pas vu la totalité des épisodes à part Xavier. Donc, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous vous souvenez, les uns et les autres, de 97, de ce match-là ? Quel souvenir vous avez de ce moment-là et est-ce que vous aviez pris ou pas, je ne sais pas, la mesure de ce qui se passait à ce moment-là? Ah, peut-être que Éloi, vas-y, parce que comme toi, tu étais dans l'intérieur du monde des échecs déjà. Oui, alors bonsoir à tous. Alors, ce que je m'en rappelle est peut-être ce qu'il va y avoir de moins passionnant. Parce que moi, j'étais effectivement insider, donc je travaillais avec les ordinateurs depuis bien longtemps. Je suis joueur d'échecs à l'époque, donc joueur d'échecs professionnel. Et on voyait arriver les capacités informatiques qui devenaient de plus en plus performantes, de plus en plus pertinentes. Donc on a eu les bases de données, on a eu le moteur d'analyse, donc cette intelligence de jeu qui progressait sans cesse. Et on s'était déjà fait à l'idée en 97 que l'humanité n'avait aucune chance. En tout cas, dans la verticale échec, on allait y passer. On voyait la progression qui arrivait. Donc pour nous, joueurs d'échecs du milieu, travaillant systématiquement avec l'ordinateur,
c'était un non-événement, ça allait arriver. La question c'était quand, mais on savait qu'on ne tiendrait pas la distance. Donc c'était pas une surprise. Ce n'était pas une surprise. Ok. Alors Xavier, vous étiez quoi? Vous étiez polytechnicien déjà, j'imagine, à l'époque. En fait, je finissais effectivement, je finissais mon école en stage de fin d'études à Stanford, donc j'étais de l'autre côté des États-Unis. Effectivement, j'avais la chance. Alors, j'étais pas du tout dans les échecs, moi, en fait, puisque je faisais un stage sur la modélisation par l'IA, en fait, des sons de guitare, puisque je suis guitariste aussi. Donc, on va retrouver l'IA et la créativité, je pense, dans cette discussion-là. Voilà. Donc, pas du tout. Par contre, j'étais effectivement à Stanford à ce moment-là, et donc ça résonnait. Ce sujet-là, en tout cas, on en parlait. Par contre, je ne mesurais pas du tout de l'impact sur la partie technologique. D'ailleurs, j'étais peut-être un peu jeune dessus. Voilà, ça m'a mis du temps à comprendre vraiment la déflagration future de ce qu'allait vraiment devenir l'IA et les capacités de calcul qu'il y avait sous-jacentes. Et Daniel, alors vous étiez déjà enseignant, vous étiez déjà chercheur. Bah, je m'étais intéressé à l'IA dans les années 70. Donc, ah oui. Voilà. Je le rappelle simplement en passant que l'IA officiellement est officiellement née en 1956 à partir d'idées qui sont développées dans les années 40 et 50. Donc en 97, on était déjà arrivé très loin et on était dans un moment de l'IA où franchement l'IA n'allait pas très bien. Enfin, c'est comme ça que je le voyais, moi. Alors évidemment, l'IA traversait une succession de ce qu'on appelait les hivers, etc. Et quand Deep Blue a finalement battu Kasparov, moi, ça m'a pas tellement impressionné. Je précise, j'ai une énorme admiration pour le travail qui a été fait. Hein. Déjà, moi, je suis même pas bon en échec. Il vaut mieux dire que je suis pas bon du tout. J'existe pas en échec. Et j'ai beaucoup d'admiration déjà pour le genre d'intelligence humaine qui arrive à des hauts niveaux en matière échéquéenne. Et je n'étais pas non plus du tout, je ne regardais pas de haut les informaticiens d'IBM. Mais je me souviens de deux choses. C'est que, mon idée, c'était que, au fond, ce qu'avait fait IBM, c'est de manière incroyablement astucieuse, finalement mis en conserve le savoir-faire des meilleurs joueurs d'échecs du monde, les meilleures parties, les meilleures ouvertures, etc. Deuxièmement, que c'était la force brute qui avait gagné. Et troisièmement, alors là, vous allez peut-être me démentir, mais j'ai toujours trimballé cette histoire, qui est peut-être apocryphe, que les ingénieurs d'IBM eux-mêmes ont dit c'est pas de l'intelligence artificielle en réalité. C'est-à-dire que c'était, disons, un assemblage tout à fait ad hoc, complètement en quelque sorte centré sur le problème particulier des échecs et qui consistait effectivement à mettre bout à bout tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était connu en matière de connaissances échiquéennes et évidemment les calculs pour faire face à ce que faisait Kasparov. Donc j'étais pas si impressionné que ça, moi non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que Xavier, vous pouvez nous décrire, et peut-être après on essaiera de faire la trajectoire peut-être, mais est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous proposez aujourd'hui comme outil aux joueurs et aux joueuses françaises pour s'entraîner? Alors, il y a deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est passé beaucoup de choses. On viendra. Effectivement, Daniel parlait de l'hiver. Donc, effectivement, ouais. Depuis 97, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'intelligence artificielle au sens large, effectivement, là, on était au début des réseaux de neurones, sur une forme de modélisation, finalement, pas du cerveau, parce que finalement, mais une façon de calculer, des capacités de calcul qui se sont améliorées, encore plus ces dernières années, mais ça continue. Voilà, on peut parler de la loi de Moore, qui montre les chipsets, mais c'est en train de s'accélérer sur des chipsets spécialisés derrière. Vous avez entendu parler peut-être d'entreprises comme Nvidia, Intel, Microsoft aussi construit ses propres chipsets. Donc on a ces capacités de calcul, on a ces capacités d'avoir des données digitales. Donc c'est le cas aussi, on reviendra sur les échecs, mais finalement on le voit d'ailleurs dans la série, mais c'est aussi bâti sur le métier des échecs. C'est quoi? C'est aussi d'avoir calculé, d'avoir logué un certain nombre de parties. D'ailleurs c'est un enjeu d'avoir les parties de l'autre, finalement, pour mieux jouer derrière. Donc ces dernières années, depuis 20 ans, on a un certain nombre de données digitales qui aboutissent ensuite à des logiciels qui sont finalement des modèles d'intelligence artificielle pré-entraînés. Pré-entraînés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont faciles d'accès, ils ont eu la capacité d'agréger une forme de connaissance de quelque chose. Alors ça peut être le logiciel d'échec,
dont on va parler. Plus récemment, si vous faites le parallèle aujourd'hui, c'est la compréhension du langage avec l'IA générative, dont OpenAI. Voilà, donc nous, on est partenaire, entre autres, d'OpenAI, mais pas seulement. Donc est arrivé d'autres types d'intelligence artificielle ou de modèles, dont des modèles du langage. Mais c'est la même chose. À l'époque, c'était les modèles d'échecs, ça continue. Mais voilà, des modèles spécialisés, pré-entraînés. La vraie différence, c'est que tout d'un coup, finalement, c'est peu cher de l'utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... finalement, à acheter une grosse machine, comme à l'époque, finalement, un gros Deep Blue, aujourd'hui, on peut porter beaucoup plus facilement ce type, alors un logiciel d'échecs, voilà, on va en parler, pour s'entraîner. Alors qu'en 97, ça coûtait très cher, et finalement, il y avait peu d'entreprises qui pouvaient le faire, donc là, il y avait une entreprise qui s'appelait IBM derrière. Donc voilà, donc il faut penser le jeu d'échecs comme finalement un des modèles d'IA, et ça a apparu d'autres qui ont beaucoup plus d'impact, d'ailleurs, dans notre vie de tous les jours. Daniel, bon, évidemment, c'est très compliqué de faire l'histoire de ces 30 dernières années. Ça occupe 300 pages de votre livre. Donc, je ne vais pas vous demander de les résumer. Mais en gros, quand même, les grandes étapes, ce serait quoi? Alors, vraiment très vite, et je m'excuse auprès des spécialistes pour le côté très caricatural, mais en gros, à partir de 1956, on s'est mis en tête de créer une intelligence humaine. On a dit, écoutez, qu'est-ce qu'on connaît comme organisme intelligent? On connaît l'être humain. Et comment est-ce qu'il est intelligent? Il est intelligent, au fond, en manipulant un certain nombre de pensées conscientes. Si vous êtes en train de vous demander si vous allez rentrer chez vous à temps, parce que voilà, vous allez louper le train, donc il faut peut-être prendre un Uber, etc. Vous êtes en train de réfléchir à une stratégie. Et avec ce genre de pensée qui vous traverse, c'est l'habitude que vous avez, une certaine intelligence native, vous combinez tout ça pour obtenir le résultat. Et l'idée, c'était que la machine, l'intelligence artificielle en voie de devenir, de construction, allait faire la même chose. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que c'était une excellente idée, mais qu'elle n'a pas vraiment bien marché, d'où les hivers. Alors, il y a 1000 raisons pour les hivers, j'entre pas. Ce qui est important, c'est que vers la toute fin des années 70 et au milieu des années 80 est apparue cette idée des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, c'est pas simplement une architecture un peu différente ou un modèle un petit peu plus perfectionné de je ne sais quel ordinateur. C'est une idée vraiment assez révolutionnaire et que moi j'ai soutenue parce que moi j'avais pris parti contre l'intelligence artificielle symbolique. Et au contraire, j'ai accueilli et propagé en France cette idée de l'intelligence artificielle et des sciences cognitives, le fonctionnement du cerveau humain, sur la base du connexionnisme. Et la grande différence, c'est que pour le connexionnisme, pour l'approche réseau de neurones, aussi bien dans les sciences cognitives qu'en IA, l'unité de base, c'est pas la pensée consciente. L'unité de base, c'est ces informations qui ne font pas vraiment sens au niveau conscient, qui sont les informations que, par exemple, manipulent les neurones et que, au niveau de ce qui nous arrive à nous, manipulent la perception. Quand vous regardez un visage et que vous voyez que c'est votre mère ou votre professeur de CM, vous ne savez pas comment vous l'avez fait. Ça vient tout seul. Quand vous sortez une phrase pour demander une baguette à votre boulanger, vous ne savez pas d'où vient votre accès lexical au mot baguette. Tout ça, c'est des informations qui sont traitées par votre cerveau, mais qui sont à un niveau qu'on dit parfois infrapersonnel. Alors, j'abrège, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, pardon. Donc, ce tournant vers les réseaux de neurones a été un tournant fondamental, aussi bien dans les sciences cognitives que dans l'intelligence artificielle. Et on peut dire que aujourd'hui, les progrès quand même sidérants de l'intelligence artificielle sont largement dus à ça, plus dans le cas des large language models, de l'idée de la géométrisation du sens des mots, qui est une idée géniale qui vient en fait d'un autre courant qui est celui du traitement du langage naturel. Se dire que deux expressions ou deux mots qui ont un sens voisin doivent être représentés dans un espace géométrique à plein de dimensions par des vecteurs qui sont proches l'un de l'autre. Et cette idée-là, poussée à temps et combinée avec ces architectures nouvelles, notamment les transformers, qui sont des réseaux de neurones particulièrement perfectionnés, qui sont sortis en 2017, a conduit aux modèles de langage actuels qui ont effectivement, pour la perception publique et pour tout le monde, vraiment profondément bouleversé la profession et qui me bluffe comme moi, comme tout le monde. Alors, donc je reviens à ma deuxième question. Qui était, qu'est-ce que vous mettez à disposition? Et après, Éloi, tu nous raconteras comment vous travaillez avec ça. Qu'est-ce que vous mettez à disposition
aux joueurs et aux joueuses. Alors, pour, de la ouais, filière. voilà, pour revenir à la deuxième question, effectivement, alors concrètement, donc Microsoft, c'est quoi? C'est finalement une entreprise de plateforme technologique qui va fournir des capacités de calcul, élaborer des outils pour les développer, des outils pour les développeurs, pour faire finalement des fonctions métiers. Donc, un logiciel d'échecs qui va entraîner, qui va aider à entraîner voilà, des joueurs. On va finalement utiliser des capacités de calcul extrêmement évoluées, donc c'est des Deep Blue fois 10, 20, 100, je ne sais pas le dire, pour ensuite faire des calculs pour aller chercher des coups surprenants. C'est-à-dire finalement des fonctions, puisque vous le savez dans les échecs, et c'est assez bien écrit dans la série, hein, vous verrez, finalement il y a un certain nombre de... Il y a plus d'atomes dans l'univers, non, il y a moins d'atomes dans l'univers qu'en fait de coups aux échecs, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Et donc du coup, ça nécessite énormément de calculs. À l'époque, en 97, Deep Blue avait déjà un certain nombre de performances derrière, mais avait aussi des limitations. Aujourd'hui, voilà, les capacités de calcul qui sont disponibles dans donc, le cloud, ou le nuage si vous voulez, permettent finalement d'aller encore plus profond dans les réseaux de neurones et d'aller calculer des coups et de les évaluer. Une fois qu'on a évalué ces coups, on va prendre le meilleur coup qui a la meilleure évaluation, derrière celle qui a le plus de chances de gagner. Et on revient sur la statistique, celle qui a le plus de chances de gagner. Une fois qu'on a ça, l'ordinateur il va jouer celle qui a le plus de chances de gagner. Selon la réponse du joueur, il va recalculer tout ça pour dire quel est le prochain coup qu'il va jouer. Donc c'est cette capacité de calcul qui est un des éléments. Le deuxième élément, c'est pas nous qui le fournissons, donc en l'occurrence c'est un logiciel qui va construire ses règles et ses fonctions d'évaluation. Peut-être que Noah, tu peux... Oui, il y a énormément de choses à dire. Il y a effectivement le premier sujet, c'est la puissance de calcul. Donc ça, c'est effectivement indispensable. Avant, il fallait une armoire. Aujourd'hui, ça tient dans moins de place. Mais effectivement, on a un coefficient multiplicateur qui est énorme. Donc Xavier parlait de la loi de Moore tout à l'heure. Aujourd'hui, ça calcule très très vite. Donc ça, c'est une première chose. Le partenariat avec Microsoft Azure nous permet d'avoir accès à des instances très haute fréquence, donc très grande capacité de calcul, ce qui nous permet d'avoir les coups plus vite. Très concrètement, votre adversaire, il a son PC portable, il va attendre 2 minutes, et nous, on va attendre 3 secondes. Donc, effectivement... Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout, parce que quand on attend 2 minutes pour avoir la réponse, on a un temps pour se préparer pour notre partie de l'après-midi qui est limité. Donc, quand il faut attendre 2 minutes, x 10, x 20, x 30, ça devient très long. Alors que, en bénéficiant de ces instances cloud, nos joueurs et nos joueuses ont la réponse, enfin une réponse fiable, avec la même fiabilité, mais beaucoup plus vite. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. On se prépare dans un temps limité et il faut avoir une grosse puissance de calcul. Après, il y a un autre exercice qui est très important pour les joueurs et les joueuses. C'est qu'on ne se prépare pas pour la partie de l'après-midi, mais on se prépare pour l'année. Donc il va y avoir une année avec des compétitions, on va jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Et donc il faut avoir dans notre panoplie d'ouverture, dans notre arsenal préparé, des surprises. Et ça, les surprises, elles ne se trouvent pas toutes seules, parce que tout le monde, quand même, est relativement bien équipé en informatique. Donc il faut 2 choses. Il faut 1, la grosse puissance de calcul, et 2, le préparateur. Donc il y en a un qui est dans la salle, Laurent Ouais. Fraissinet, entraîneur de Magnus Carlsen. Bonjour Laurent, qui peut en parler largement mieux, donc je vais répéter ces informations. Mais on a de l'intelligence humaine couplée à la machine pour trouver des surprises que les autres ne vont pas trouver. Donc en fait, c'est un binôme homme-machine. Là, il y a un truc que je comprends pas. Oui. Ça veut dire que la machine te propose des trucs, mais pour que ça devienne des surprises, c'est pas des surprises en soi. Pour que ça devienne des surprises, il faut qu'il y ait un humain ou une humaine qui vienne. C'est ça que je comprends pas. Tu vois, tu parles de... Oui. En fait, on va chercher une surprise, mais alors la surprise, elle se trouve pas juste en regardant ce que dit l'ordinateur. C'est-à-dire, il faut le flair, il faut l'intuition, il faut se dire, dans cette direction-là, 4, 5, 6 coups plus tard, l'ordinateur, avec sa puissance, va trouver un truc. Donc, en fait, il ne le trouve pas tout de suite. Il faut avancer. Et donc, il faut le flair humain pour dire, je vais aller dans cette direction que l'ordinateur considère comme neutre, mais je sens que c'est là que ça va se passer. 4, 5, 6, 10 coups plus tard, c'est effectivement là que ça se passe. La jauge, donc l'évaluation qui disait la position est égale, va tout de suite passer à la position est clairement avantageuse pour les blancs ou clairement avantageuse pour les noirs. Et ça aurait été trouvé par le binôme, enfin par le créateur, l'ingénieur échiquéen, l'ingénieur des ouvertures, qui va avoir senti que c'était là que ça se passait. Donc ça, c'est sur le travail sur le long terme, et c'est un travail homme-machine pour aller déstabiliser les meilleurs joueurs du monde dans l'ouverture.
Ouais, peut-être. Je voulais compléter parce qu'en fait, on est très loin de la série, en fait. C'est-à-dire que si on regarde l'évolution même de l'hiver de l'IA, comme vous en parliez, etc., en 97, on est l'homme contre la machine. On est puissance machine contre puissance humaine. Tous les films de cinéma de l'époque, d'ailleurs, sont dans cet horizon-là. C'est cybernétique, c'est Terminator 2, pour ceux qui aiment, c'est 97. 84, c'est Terminator 1. Donc, on est alimenté par ça. Là, ce que raconte Éloi, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est associé. On fait ça aussi pour d'autres sports, puisque les jeux d'échecs sont un sport, je le rappelle, homologué. C'est comment l'IA vient aider, justement, au moment des phases d'entraînement pour s'améliorer. Et elle a besoin, j'allais dire, du joueur ensuite pour choisir et compléter les choses. Donc on est loin, en fait, de ce que raconte la série. On est dans un moment de l'IA où on se pose des questions de comment j'utilise cette surface de calcul pour justement améliorer, alors en l'occurrence, la performance du joueur, mais en amont, par des gens qui vont être, tu les nommes, les préparateurs derrière. C'est-à-dire que pour être clair, en gros, aujourd'hui, plus aucun joueur d'échecs n'a de chance contre un programme. OK ? C'est ça. Hein. Donc ça n'est pas intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, l'usage de la machine qui est intéressant, c'est un usage donc de partenariat. D'entraînement. Pour l'entraînement. OK. Comment, Daniel Lander, ce que dit Éloi dit partenariat, surprise, pas surprise. Comment vous regardez ça? C'est quand même des mots. Il faut construire la surprise. Oui. Ben, je réfléchis jour et nuit à l'IA là, depuis des années. Mais voilà, je réfléchis en vous écoutant tous les deux à quelque chose de... J'ai toujours pensé que le jeu d'échecs est quelque chose de très très particulier et que partir du jeu d'échecs en disant on va généraliser, c'est le type même de l'action intelligente ou de la démarche intelligente, et à partir des échecs on va aller dans toutes sortes d'autres directions. Alors c'est en partie vrai, mais seulement en partie. Et quand j'entends cette description vraiment qui me stupéfie, qui m'impressionne énormément, de cette collaboration homme-machine dans l'entraînement, je trouve que c'est 1, admirable, 2, très bluffant, et 3, très particulier. J'ai beaucoup de mal à imaginer une autre situation intellectuelle, en quelque sorte, où il y aurait le même genre de mariage, en quelque sorte, le même genre d'interaction entre l'homme et la machine. Il y a quelque chose de vraiment très, très particulier. Mais, et c'est là que moi je me sens challengé, c'est que je devrais quand même être capable de un peu mieux comprendre et voir pourquoi ça marche si bien dans le cas des échecs. Alors évidemment, l'hypothèse, c'est que les échecs, c'est un jeu entièrement déterministe. C'est quelque chose de très particulier. Il n'existe rien d'autre, je crois, sauf d'autres jeux déterministes. C'est un jeu, c'est une invention humaine, c'est quelque chose de très très particulier. Donc je comprends que ce soit très différent des démarches intellectuelles auxquelles on pense habituellement, auxquelles vous pensez les uns et les autres, sauf qu'il y a probablement plein de joueurs d'échecs, des êtres bizarres, mais que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup d'avance. Mais enfin, en dehors des joueurs d'échecs, et peut-être des joueurs de jeux vidéo, c'est un autre univers que je connais très mal, et où il y a aussi peut-être ce même genre de collaboration. Alors en fait, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je vais compléter, du coup, si vous voulez bien. Parce qu'en en fait, on a l'habitude, effectivement, de l'IA, qui est toujours un mauvais mot, effectivement, en 2156, comme une forme d'automatisation. Ce qui est vrai, il y a des formes d'IA dans lesquelles on va automatiser un certain nombre de tâches derrière et qui pourraient potentiellement remplacer les tâches ou les jobs derrière. En fait, les IA de ce type-là, ou ce type de logiciel, ou l'IA générative, donc celle qui est générée par OpenAI, elle a une capacité incroyable de pouvoir éventuellement nous aider au moment de la créativité. Je vais vous prendre plusieurs exemples. On parlait de sport. Nous, on travaille avec des fédérations sportives, par exemple le rugby, parce que la data et l'IA servent pour l'entraînement, pour l'analyse des matchs, et après coup se dire, et Fabien Galtier d'ailleurs le raconte très bien, puisqu'il utilise un logiciel qui s'appelle SAS, en l'occurrence, de ce moment-là face aux All Blacks. C'est un moment de défense où si par hasard je me retrouve dans cette situation-là, voilà ce qu'il faut que je fasse, je sais qu'ils vont être en difficulté. Et ce qui a marché lors d'une des Coupes du Monde, etc. Ouais. Des sportifs, pendant les Jeux Olympiques, utilisent l'IA pour analyser les data en amont. Autre élément, on a fait récemment, pas très loin en fait, à Bastille, des créateurs qui ont fait des expositions avec des logiciels d'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont utilisé au moment du processus de créativité. Souvent d'ailleurs, on a peur de ça pour le cinéma, on se dit l'IA, c'est au moment de la post-prod, les effets spéciaux, ce qui est vrai. On voit bien qu'aujourd'hui, l'IA qui commence à créer des vidéos potentiellement intéressantes, etc., abaisse le coût de la post-production. En revanche, l'IA peut être utilisée dans ce moment de
par exemple, j'ai envie d'un script, mais j'ai pas d'idée. Trouve-moi d'autres idées, propose-moi des choses, propose-moi des images qui peuvent me nourrir ma créativité. Et donc, on a fait une exposition comme ça, et ces artistes expliquent que en fait, c'est pas juste j'ai mis un prompt, donc un texte, et puis il va me sortir une vidéo, et puis je la poste. C'est un matériel, c'est un matériau que je vais affiner, travailler, je vais utiliser des données, je vais essayer de représenter quelque chose. C'est pas exactement ça, je vais y travailler autour dans ce moment de créativité. Et on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui était peut-être moins le cas en 97, l'intelligence artificielle, en tout cas ces technologies, on va l'appeler comme ça, peuvent se placer dans ce moment-là si on l'utilise correctement. Est-ce que, Eloi, est-ce que tu peux nous traduire ça en échec? Non, mais c'est ce truc de créativité. En gros, qu'est-ce que ça change au jeu? Qu'est-ce que ça change à l'entraînement? Je pose des questions vraiment basiques, tu vois. Mais est-ce que tu vois un joueur aujourd'hui ou une joueuse qui a été formé à ça, qui a grandi avec ça, tu vois, et je sais pas, plus fort ou plus créateur ou plus capable de réagir? Enfin, c'est ça mes questions vraiment basiques. Je pense que, alors très clairement, le niveau de jeu aujourd'hui est sans commune mesure avec celui d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a accès à toute la connaissance, donc ça c'est Internet, les bases de données, les parties des anciens joueurs, les vidéos des streamers, donc on a des outils pour progresser. Mais on a aussi, surtout, ce moteur d'analyse donc qui nous donne l'évaluation de la position, qui est à 2 pas de nous expliquer pourquoi les blancs sont mieux dans cette position avec un texte, avec une explication claire et éducative. Et pourquoi on ne fait pas ça? Parce que alors, je discutais avec Mitra tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là. Je sais pas si on m'entend. Pardon, mais on y travaille. Non, mais ce que je discutais avec Mitra et qui me disait qu'elle avait fait un test. Elle est là ou pas? Pardon. Oui, pardon. Donc, je peux en parler ou pas de ce que tu me racontais? Qu'elle avait fait un test donc de partie donc contre Laurent aussi donc où elle pouvait avoir, elle avait 3 jokers pour consulter donc le programme informatique, et que en fait une fois elle avait compris ce que voulait faire la machine, et donc du coup elle avait fait ce que voulait faire elle avait joué le coup, mais que les 2 autres fois, ne comprenant pas ce que voulait faire la machine, elle n'avait pas joué les coups proposés par la machine. Donc ça veut dire que ce qu'il faudrait, c'est que la machine produise un script dans lequel elle explique pourquoi elle fait ça. Oui, alors après, si on prend le temps de dérouler l'arbre de variantes, donc les possibilités qui suivent ce coup, on finit par comprendre. Mais effectivement, là, dans les circonstances du match de Mitra, voilà, on est dans un temps limité, on est dans une situation de stress, c'est-à-dire il y a un adversaire en face et il faut jouer des coups dans un temps limité, très court, c'était 5 minutes, pas par coup, hein, mais pour toute la partie, donc ça va très vite. Donc effectivement, je comprends qu'on voit la suggestion de l'ordinateur, si on ne comprend pas où ça va, on va jouer un coup avec lequel on est plus à l'aise. Donc ça, c'est logique. D'ailleurs, à mon avis, mais je m'en réfère à vous, hein, je parle sous votre contrôle, à mon avis, quand on parle d'explicabilité en IA aujourd'hui, c'est un grand problème central. En réalité, c'est une deuxième opération, c'est-à-dire que comme l'ordinateur, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Il repère donc des patterns, des moments statistiques de très haut niveau, sur la base il a avalé 2 millions de parties d'échecs, 4 millions de dossiers de demandes d'indemnité d'assurance, 5 millions de rapports d'appendectomie dans le monde entier. Il repère des statistiques et il dit, là, il faut faire ça. S'il s'agit de grands modèles de langage et assimilés, Midjourney, etc., il va donc proposer effectivement un texte, une vidéo, etc. Mais en réalité, il ne fait que repérer des statistiques. Et d'ailleurs, il faut quand même se souvenir qu'il n'est pas du tout intelligent au sens humain. En tout cas, il remplace l'intelligence humaine, il l'amplifie, il l'aide, il la surpasse dans certains cas, mais à partir de moyens qui n'ont rien d'humain. Vous n'apprenez pas 5 millions d'opérations de l'appendectomie avant de pouvoir opérer une appendicite chez un enfant de 9 ans. Vous en avez fait 3, vous en avez fait 5, et puis vous êtes guidé par votre connaissance, votre compréhension, etc. Toutes sortes de pensées conscientes. Pas du tout, la machine, c'est pas du tout ça. Donc c'est très différent. Et alors juste pour l'explicabilité, je pense, mais là je parle sous votre contrôle, je n'en sais rien. C'est un problème considéré comme difficile et très important. Je pense que c'est une deuxième opération de la machine qui examine ce qu'elle a fait et qui essaye de fournir une sorte de résumé de ce qui se passe
mais qui n'est pas exactement ce qu'elle a fait initialement pour proposer la solution qu'elle a proposée initialement. Voilà, j'ai cette impression-là. Oui, alors en fait, c'est exactement ça. On va combiner d'autres IA pour effectivement expliquer des IA, y compris des IA de langage, effectivement. Puisque, donc, si on prend l'exemple texte ou image, mais c'est la même chose sur les échecs, la machine propose. Donc moi, j'ai posé une question, mais maintenant, elle peut avoir la capacité de converser avec moi, je mets des guillemets exprès, en modèle de langage. Je vais dire, mais comment es-tu arrivé à ce résultat-là? Et je peux avoir une conversation sur ce matériau qu'elle a composé, qui est en fait une série effectivement de vecteurs mathématiques. Moi, j'appelle ça un espéranto mathématique, qu'elle a la compréhension de pouvoir, sur lequel on peut interagir maintenant, et donc qui va pouvoir expliquer, en tout cas jusqu'à un certain point, pourquoi elle est arrivée là. Donc ça, effectivement... C'est dingue. C'est-à-dire que la machine, elle produit un truc, elle propose une décision, mais elle-même n'est pas très capable de l'expliquer. Donc du coup, il faut d'autres couches pour tout à coup qu'elle puisse par hasard, puisse transformer ça en une explication. Sauf qu'en fait, c'est une fausse explication. C'est juste une verbalisation un peu a posteriori, caricaturée de l'explication par laquelle elle est, par quoi elle est passée. Oui. Non, je sais pas. Mais ça peut aider le praticien. Ça peut aider le praticien. Pardon. Ouais. Pardon. Oui, alors il y a quelque chose de très intéressant, c'est quand même quand l'IA, donc DeepMind, est arrivée, donc ça c'était après le match, significativement après, mais donc ça c'est la technologie de reinforcement learning. Donc là, on prend plus l'ensemble des parties d'échecs qui ont été jouées jusqu'à présent par les grands maîtres pour s'en inspirer et faire une moyenne, ce qui aurait été logique ou attendu. On fait jouer l'ordinateur contre lui-même, sans aucune base de connaissances au départ. C'est-à-dire on lui dit, voilà, les règles du jeu des échecs, c'est ça. Le pion, il se déplace comme ça, le cavalier comme ça, la tour comme ça. Une position d'échec et mat, elle a cette caractéristique. Maintenant, tu te débrouilles et tu vas toi-même créer ton module d'évaluation, parce que c'est ça la clé aux échecs, c'est ça qui est important. C'est on met n'importe quelle position, sans aucun calcul du coup suivant. On doit pouvoir dire qui est mieux, qui a le plus de chances de gagner, de la façon la plus précise possible. Donc ça, c'est le module d'évaluation. Ce qui a été fait, donc on a beaucoup progressé là-dessus à l'époque Deep Blue, à l'époque de ce match, c'était des hommes, des grands maîtres, qui allaient dire la paire de fous, c'est important. J'ai 2 fous contre fou et cavalier, ça donne un petit plus dans la position. J'ai plus de matériel, ça donne un petit plus. Mon roi est mieux protégé, ça donne un petit plus. C'est-à-dire j'ai des pions devant mon roi, c'est une qualité de la position, donc voilà. Et à la fin, ça fait une sauce et ça dit plus 0,5, donc l'équivalent d'un demi-pion de plus, ou plus 2, l'équivalent de 2 pions de plus, et ainsi de suite. Et là, l'IA, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a joué contre elle-même et elle a fait son propre moteur d'évaluation, sa grille d'évaluation, et c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais on a compris qu'il y avait des nouveaux concepts, notamment la position autour du roi, c'est-à-dire que c'est pas le roi le mieux protégé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que ça change la vision de ce qu'on a, de la position qui entoure le roi. Là, je vais faire une autre parenthèse sur comment nous, joueurs d'échecs, on va proposer un coup. Parce que ça, c'est vrai que c'est une question intéressante, c'est de l'intelligence humaine pure et dure. Donc on propose par des patterns qu'on a accumulés. Et donc on sait, quand on voit une position, qu'il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut échanger telle pièce ou telle pièce. Mais ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que c'est par expérience, on a eu la position 15 fois, on a passé beaucoup de temps à réfléchir et on a compris à la fin, on a extrait des grandes idées. Je vais à gauche, je vais à droite, j'échange telle pièce, j'échange telle pièce. C'est exactement ce qu'a fait l'intelligence artificielle. Elle a joué contre elle-même et à la fin, elle a vu que ce qui gagnait, c'était telle méthode. Ça reste un peu obscur, mais ce qu'on a pu constater dans les parties, puisqu'on a vu les parties IA contre système expert, donc contre l'ancien modèle, on a vu l'avancée du pion H, qui est le pion de la tour, qui était considéré par tous les grands maîtres comme quelque chose d'assez exotique, rigolo, amusant, distrayant, mais enfin probablement pas bon. En fait, c'est bon. Donc déjà, ça a révolutionné un peu notre façon de voir dans certains aspects. Ça, c'était vraiment... L'ordinateur a joué contre lui-même et a mieux compris que l'humanité, en 2000 ans, a joué contre elle-même de génération en génération. L'IA, en 24 heures, a fait mieux. Et du coup, est-ce que ça change la manière... Sur la verticale échec, ça a vraiment été une révolution. Est-ce que ça change du coup la manière dont les humains jouent entre eux maintenant? Est-ce que cette réévaluation de la tour, ça fait qu'aujourd'hui, les grands maîtres et grandes maîtresses, on ne dit pas grand maîtresse, je pense. Non. Ok. Pas encore. Comment pas? Ouais. Donc du coup, par exemple, la tour est devenue plus importante dans le jeu qu'elle ne l'était grâce. Oui.
on a quelques nouveaux principes. Alors, ça n'a pas été une révolution intégrale, ça a été des subtilités. On est quand même dans la finesse, hein. On n'est pas dans le très très gros. Mais oui, bien sûr, on voit les champions qui ont adapté leur jeu suite à ce match. Et ce qui était incroyable, donc je reprends l'ancien système, c'est les hommes qui ont construit les règles d'évaluation. Le nouveau système, c'est l'ordinateur qui les construit contre lui-même. Nous, on était à cette période où on disait l'ordinateur est imbattable. C'est pas possible, il peut pas perdre. Ça y est, il peut plus perdre. Il est devenu trop fort, il peut plus perdre. Et là, l'IA arrive et chamboule nos croyances quand même. C'est-à-dire que l'ordinateur qu'on considérait imbattable sur un match de 100 parties, il en perd 25, il en gagne 0. Donc ça, c'était une deuxième révolution. Je comprends pas. Pourquoi il en perd 25 ? Parce que on a fait jouer l'ordinateur ancien modèle, donc Deep Blue contre eux. Ah oui, d'accord, contre les nouvelles IA. Voilà, les règles d'évaluation faites par les hommes contre les règles d'évaluation faites par l'ordinateur en jouant contre lui-même. Et là, le système qu'on pensait invincible, imbattable, on pensait avoir touché le Graal de la technicité du coup, du meilleur coup, en fait, a été balayé d'un coup. Et je vais faire une dernière intervention sur les échecs. Ça a toujours été un sport de démonstration de quelque chose. Donc en 1972, le match Spassky-Fischer, c'est les Russes contre les Américains. C'est un enjeu géopolitique majeur. Ça se passe aux échecs et ça fait un boom mondial. Le match Kasparov-Karpov, c'est le dissident contre le régime soviétique. C'est aussi un grand moment pour ceux qui l'ont vécu à l'époque. Quand on fait une démonstration de puissance de calcul, IBM, on prend les échecs contre Kasparov. On fait une démonstration d'intelligence artificielle, DeepMind prend encore une fois les échecs. Donc les échecs sont quelque part vraiment extrêmement populaires, extrêmement élitistes, extrêmement valorisants. Donc les entreprises et on sent le les président nations, de la Fédération française d'échecs qui dit ce que je fais c'est super. Historiquement. Et c'est la Formule 1 des jeux de l'esprit aussi. Voilà, bien sûr, très belle formule, monsieur le Président. Pour faire une conclusion. Non, mais cela dit, c'est une question. C'est pourquoi ça. Bon, après, c'est une autre question que celle dont on parle aujourd'hui, mais c'est la question de savoir pourquoi ça se focalise autour des échecs. Plutôt que. Alors, c'est un jeu qui est millénaire, et effectivement, la Formule 1 des jeux, c'est pas du tout une plaisanterie, c'est d'une complexité incroyable. Il faut 10 à 15 ans de travail pour commencer à exceller, enfin en tout cas à devenir grand maître, à bien comprendre le jeu. Donc c'est un jeu qui est magnifique, qui a effectivement aussi cette noblesse de l'intelligence et qui en même temps est extrêmement populaire. Extrêmement. Il y a 1 milliard de joueurs dans le monde, 1 milliard de personnes qui connaissent les règles et qui pratiquent le jeu. Et Xavier, je voulais savoir, est-ce que... il y a évidemment que Microsoft participe à ça, il y a plein de raisons, mais est-ce qu'il y a aussi une raison que les échecs, c'est intéressant pour vous? Pas simplement en termes d'image, mais techniquement, que c'est un espace de réflexion pour vos ingénieurs qui est un espace propre, particulier, singulier, qui vous apporte des trucs. Oui, alors en fait, Éloi le disait, les échecs, comme d'autres domaines, en fait, sont symboliques et intéressants pour les ingénieurs parce qu'ils permettent de craquer, d'avancer sur des nouvelles capacités de calcul. On pourra parler du quantique aussi, qui est un autre horizon qui est en train d'arriver aussi. Et ça, dans ces moments, alors 97 est un moment effectivement de Deep Blue, mais il y a d'autres moments où effectivement, quand on passe des niveaux comme ça, on voit qu'on a passé des niveaux de calcul qui permettent d'utiliser ces capacités de calcul pour d'autres choses. Voilà. Donc les échecs en font partie. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Là, les modèles de génération de langage en font partie. C'est un enjeu colossal, évidemment, en ce moment. Et en plus, il s'applique aussi ce type de modèle préentraîné ou logiciel préentraîné sur d'autres domaines. Et je vais en prendre 2 parce qu'en fait, ils sont intéressants parce que c'est les mêmes technologies donc d'IA qui sont à la fois des modèles préentraînés, de renforcement, c'est-à-dire je renforce finalement le modèle derrière. Donc c'est par exemple dans la médecine, puisque on peut commencer à modéliser des molécules et finalement les mettre sous contrainte. La difficulté de la médecine, c'est qu'on a peu de données comparativement aux données du digital. Par contre, on a énormément de possibilités de calculer les tractions, on va dire, ou les tensions entre les molécules. Et donc se créent maintenant des modèles pour faire finalement un certain nombre d'alliages de molécules pour éventuellement résoudre des problèmes vraiment de santé. Voilà. Et donc, parce que sinon, j'ai énormément de possibilités de trouver, j'allais dire, des possibilités d'assemblage de molécules pour, par exemple, trouver une cure, un vaccin, je vais y arriver, contre la tuberculose. Bon, ces modèles permettent de modéliser ou de proposer des modèles qui pourraient éventuellement être des vaccins pour la tuberculose. Donc, c'est ce qui s'est passé. Autre exemple, de la même façon, on peut comme ça modéliser des matériaux. Et donc, par exemple, quelque chose qui coûte très cher d'un point de vue environnemental, c'est le béton.
Alors aussi pour Microsoft, parce qu'on construit aussi data center derrière. Donc comment je fais pour faire du béton ou des batteries aussi, par exemple. Les batteries, c'est un vrai enjeu. Batteries avec moins de lithium, parce que le lithium, c'est un matériau rare, compliqué, voilà, politiquement aussi, géopolitiquement derrière. Et donc, je vais proposer d'utiliser ce type d'IA pour proposer éventuellement des modèles que je vais tester du coup pour voir si ça va permettre d'avoir des batteries beaucoup moins coûteuses en environnement derrière. Donc on voit que ça permet des échecs, on va permettre sur ce type de modèle ou ce type de technologie, en fait, les utiliser dans des domaines qui sont complètement différents. Mais en fait, derrière, c'est les mêmes types de technologies. Donc, ce n'est pas seulement une capacité de calcul, c'est aussi une façon, ça va nourrir, ça s'appelle des modèles de diffusion, ça va nourrir des façons de faire sur d'autres industries complètes derrière. Malheureusement, il ne reste vraiment plus beaucoup de temps, mais j'aimerais poser une dernière question avant de vous donner la parole à Daniel et vous soumettre à Daniel un truc. Alors, est-ce que je peux raconter, Laurent, ce que tu m'as raconté tout à l'heure sur Magnus et le corps et comment ils peuvent échanger une stratégie Je peux raconter ou pas ? Bon. Donc, non, parce que c'était très frappant. Donc ces modèles vous proposent proposent des tactiques, proposent des placements de pions, etc. Bon, ok. Ils sont super forts. Voilà. Sauf que, par exemple, donc Laurent, qui a travaillé pendant 10 ans avec Magnus Carlsen, me racontait un truc. Il me disait, voilà, on prépare une partie, pardon. On prépare une partie, voilà, pendant, je sais pas, plusieurs jours, etc. Machin. Bon, on a prévu un truc, quoi, et Magnus Carlsen, il serre la main de son adversaire, et là, il se passe un truc, et il change tout. Parce qu'il a senti quelque chose dans le serrement de main, si j'ose dire. Et donc là, se pose une question qui est quand même fascinante. On va pas conclure hein, là en 3 secondes. Mais c'est-à-dire que ces machines, il y a un truc, même aux échecs, qu'elles ne peuvent pas voir ou percevoir ou évaluer, etc. Machin, qui est une interaction sensible. Entre 2 corps, des regards, je sais pas, une flip, une trace de voilà. Donc peut-être, Éloi, juste en dire un mot, et comment vous, non mais quand vous, Daniel, comment ça résonne avec vos réflexions? Pour moi, c'est l'intelligence du grand champion. Donc Magnus Carlsen domine les échecs mondiaux depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un joueur qui est complètement exceptionnel, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il est effectivement universel aux échecs, il sait jouer toutes les positions parfaitement, il est très bon, il a une intelligence assez générale, c'est-à-dire que quand il répond aux interviews, c'est toujours un grand moment, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir 1, 2, 3 idées complètement inattendues, on se dit oh, c'est pas possible, et quand on réfléchit on se dit ah ouais, il est bon. Donc Magnus Carlsen, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et là, je reprends le témoignage de Laurent, mais c'est vrai que quand on va choisir son ouverture, quand on va jouer notre partie, bah, effectivement, on s'est préparé avant, on a notre idée un peu préconçue, mais là, il va sentir le mood de son adversaire. Je pense que c'est ça, hein, quand il serre la main, il se dit oula, alors aujourd'hui, il n'est pas en forme, donc je vais peut-être pouvoir aller plus loin, je vais peut-être pouvoir exploiter un truc, donc j'oublie tout ce que j'ai prévu et je vais aller dans cette direction-là qui est beaucoup plus risquée, que je ne jouerais pas d'habitude contre lui, mais là, je le sens bien. Ou à l'inverse, où il m'a l'air particulièrement mobilisé aujourd'hui, particulièrement motivé, particulièrement dans le flow. Donc j'avais prévu de jouer quelque chose de tendu, je vais y aller plus doucement. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un peu la méta-partie, c'est autour de la technique pure, mais c'est de la psychologie, c'est de l'intelligence très particulière que peu de joueurs d'échecs ont. Hein. Je veux dire, moi par exemple, j'arrive à ma partie, j'ai prévu de jouer un truc, je serre la main, ah ouais, vous voyez rien dans le serrage de main. Ah ouais. Oui. Non, voilà. Ah oui, c'est vrai. Daniel, comment vous... Déjà, c'est intéressant que vous ayez parlé de flow, parce qu'effectivement, le flow, c'est quelque chose qui échappe totalement au calcul, enfin, qui a l'air, disons, en calcul au sens immédiat du terme. Mais je dirais que c'est une illustration de ce qu'est être, que ce soit Carlsen ou n'importe qui, être dans une situation. Il est dans une situation particulière. Il est dans un match qui va commencer dans quelques minutes. Il a quelqu'un en face de lui. Et c'est là qu'il mobilise une capacité de l'intelligence humaine qui, pour l'instant, échappe totalement à la machine. C'est une capacité, en quelque sorte, de faire ce qu'il faut faire dans une situation donnée, qui est la situation au moment même, je ne sais pas quand ça s'est passé, mettons que ça s'est passé le 12 février 2017, à ce moment-là, il y a eu quelque chose, donc ça a été le serrage de main, ça a été un ensemble de choses qu'il sait à propos de son adversaire, d'autres choses, et qu'il a en quelque sorte pris la mesure de cette situation et décidé de reposer le problème différemment. Le problème, c'est de gagner contre l'adversaire, mais ce problème a été en quelque sorte reformulé
à la lumière de son analyse de la situation. Alors évidemment, on a envie de parler d'intuition, de insight, de choses comme ça, qui sont assez mystérieuses, mais je pense que à un niveau beaucoup plus modeste, chacun d'entre nous fait face à des situations et son intelligence humaine consiste à faire face à cette situation d'une certaine manière, qui est adaptée ou pas, à court terme, à moyen terme, sur laquelle on va porter nous-mêmes un jugement qui sera positif ou négatif, et qui consiste souvent à poser un problème. Alors quand on est arrivé au moment où on a posé un problème, ça va déjà mieux, parce qu'on peut effectivement appliquer une intelligence systématique, reproductible par les machines, pour résoudre le problème. Ah, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que même une partie d'échecs n'est pas qu'un art de la combinatoire, mais est aussi une situation, d'accord, dans laquelle entrent des choses... Oui, alors là... sauf pour toi, évidemment. Non, on travaille maintenant avec les équipes de France énormément sur la mise en condition, c'est-à-dire arriver à l'instant T dans les meilleures conditions possibles. Ça inclut le sommeil, la nutrition, le sport, même la posture à table, ce qu'on va projeter dans l'inconscient de nos adversaires. Donc ça va assez loin, c'est devenu un sport extrêmement sophistiqué dans la recherche de performance, bien sûr. Mais la question que je voulais vous poser, Daniel, c'est est-ce qu'il est imaginable qu'un jour, Xavier aussi, les machines puissent aussi avoir... Parce que justement, on parlait du rugby tout à l'heure, et au rugby, ils travaillent sur, par exemple, l'analyse des postures des joueurs. Oui, tout à fait. Donc du coup, ils sont dans un truc déjà de compréhension de la situation machinique. Oui, alors, bon, on a très peu de temps, donc je vais essayer de me concentrer sur une chose. Ce qui est essentiel pour gérer une situation avec intelligence, c'est de se situer au cœur même de cette situation, de considérer que c'est soi, maintenant, qui sommes engagés, dont l'enjeu fondamental, c'est de se tirer d'affaire. Et pour ça, il faut avoir un sens du soi très aigu. Et c'est à ça que servent ces préparations. On veut que le joueur de rugby, le joueur d'échecs, le pianiste, moi je regarde souvent sur YouTube la concentration du pianiste juste avant qu'il commence, il faut qu'il soit complètement engagé dans ce qu'il est sur le point de faire. Et pour ça, à mon avis, il faut avoir un corps. Tant que les machines n'auront pas de corps, elles n'arriveront pas, c'est une spéculation, je ne peux pas savoir, mais tant qu'une machine n'a pas de corps, elle ne pourra pas atteindre à cette adhésion, en quelque sorte, absolue, cette identification absolue à la situation dans laquelle ils sont. Alors, il y a une réponse, c'est dire, il faut faire des robots. Les robots, ils auront un corps, ils auront aussi une intelligence artificielle et tout ira bien. Mais là, j'ai une objection. Je pense que pour l'instant, en tout cas, un robot, même branché sur la plus intelligente des intelligences artificielles, c'est pas son corps, c'est encore un objet de plus, c'est pas le soi. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce qu'on ouvre les questions à la salle? Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, forcément. Des objections. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Moi, j'avais juste une question sur la résolution du jeu d'échecs. Je sais qu'il y a des jeux qu'on a déjà résolus plutôt. Et le jeu d'échecs, est-ce que un jour, un programme informatique, un programme algorithmique qui, par force brute, pourra dire, en fait, la combinaison parfaite pour gagner un match, il faut jouer tous ses coups et avoir une réponse à chaque coup et dire, comme ça, c'est gagné. Et du coup, il n'y a plus vraiment de jeu derrière. Je fais un début de réponse et tu... Oui, donc c'est ce qui est dit dans le premier épisode de la série, mais il y a plus de combinaisons possibles que d'atomes dans l'univers. Donc avoir une réponse absolue, ça veut dire parcourir l'ensemble des embranchements en disant je joue E4, après E5 ça fait nul systématiquement, ou après D5 ça perd en 127 coups dans la meilleure configuration possible. Donc ça, c'est un peu en dehors de mon domaine de compétences puisque c'est du calcul brut. Et donc je ne saurais dire jusqu'où ira notre informatique. Je sais qu'aujourd'hui on a un niveau de précision effectivement qui est très fort, donc un niveau de statistique et probabilité sur l'évaluation de la position qui est très fort, mais je crois qu'on est toujours très très loin de la résolution. On a résolu les 7 pièces
7 ou 8 pièces. Exactement, c'est ce que j'allais dire, Ouais. parce que c'est exactement C'est c'est les au bout tables de 7, en force brute, maintenant on peut aller jusqu'au bout de toutes les solutions, effectivement. Et donc 7, c'est peu. Enfin, il y en a il en reste 32, beaucoup, hein. parce Il y en que a plus on 32. remonte, plus c'est exponentiel en fait derrière. Voilà. S'il reste que 7 pièces sur l'échiquier, 7 contre 7, aujourd'hui l'ordinateur on peut arrive à faire calculer toutes toutes les positions. Ok, mais dès qu'on rajoute une 8e, il n'y a plus de puissance de calcul. Il devra faire des trade-offs, donc des compromis de calcul dans sa fonction d'évaluation pour dire statistiquement celui qui est le plus intéressant. En fait. Pardon. La question sur le plan purement mathématique est sans aucun intérêt. On sait très bien qu'il y a une stratégie gagnante pour les échecs. On le sait depuis l'Antiquité. C'est pas une découverte compliquée, c'est très clair. Mais en revanche, il y a un problème d'explosion combinatoire qui est invincible. Mais si on y arrivait, évidemment, ça serait la fin des haricots. Il n'y aurait même plus besoin de fonction d'évaluation. Donc, moi, j'ai une autre. Alors, le quantique, puisque c'est le nouvel espace, voilà, propose potentiellement, donc on y vient progressivement, donc une nouvelle manière de faire des calculs, d'aller dans cette direction-là. Moi, j'ai juste un point à rajouter, on le voit dans le premier épisode de Mémoire assez vite, c'est la force brute, effectivement, la brute force derrière. Ça n'est pas forcément souhaitable, en fait. C'est-à-dire que ces logiciels, ils sont... Enfin, le calcul computationnel, il coûte en coût, il coûte en environnement, il coûte en temps derrière. Donc, en fait... Les systèmes d'IA qu'on va aller chercher par industrie, que ce soit le logiciel d'échecs, on va quand même essayer d'optimiser, essayer d'enlever des nœuds qui sont moins intéressants. Donc on ne cherchera jamais à faire l'ensemble de la brute force, de la force brute derrière, parce que finalement, on serait trop coûteux au sens large là-dessus. C'est pour ça qu'à la fin, c'est pas forcément un champ en fait, de travail, de se dire 7 nœuds, allez, je vais faire 7 pièces, je vais faire 8 pièces, je vais faire 9 pièces, c'est super. Puis je vais me vanter de ça. On va plutôt chercher à spécialiser en fait, des IA pour optimiser en fonction des règles métiers, j'allais dire, humains en l'occurrence, pour mieux arriver au résultat. C'est vrai en médecine, dans l'exemple que je disais, hein, c'est exactement ça. Hein. Si je calculais toutes les combinatoires, je pense qu'on n'y arrivera jamais, même avec le quantique. Donc en revanche, il y a un moment où j'ai suffisamment de combinatoires pour pouvoir arriver à des propositions voilà, de vaccins ou autres qui peuvent être intéressants derrière. Oui, on est vraiment sur de l'intelligence. Hein, exactement, c'est pour ça que le mot intelligence artificielle, finalement, n'est pas... Enfin, c'est une combinaison entre les deux. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant, ça m'a énormément nourri parce que j'organise le procès de l'intelligence artificielle la semaine prochaine. Donc comment je pars avec quelques idées. Et je voulais vous demander, Daniel, si vous deviez estimer jusqu'où pourra aller l'IA, quelle serait votre réponse ? C'est une vaste question. La réponse courte, à mon avis, c'est que l'IA, je ne vois pas de limite qu'on peut assigner à l'IA s'agissant de résolution de problèmes. C'est pas que l'IA, dès aujourd'hui, résout tous les problèmes possibles et imaginables. D'ailleurs, il n'y a pas un répertoire fini de problèmes possibles et imaginables. Mais on sent qu'il y a de plus en plus. Il y a par exemple le Go, on n'a pas parlé du Go. Ça m'a bluffé, le Go, parce que j'avais suivi toutes sortes de discussions qui expliquaient que tout ce qui pouvait marcher pour les échecs et Deep Blue, machin, marcherait jamais pour le Go, parce que c'est holistique, parce que ceci, cela. Et puis, pouf, le Go a été, en un certain sens, résolu. Donc, je pense qu'il n'y a pas, pour l'instant, je crois que personne ne peut dire qu'on va s'arrêter. En revanche, je pense qu'on s'arrête très vite dès qu'il est question de situations, y compris des situations humaines tout à fait simples. En réalité, si vous voulez, le développement de l'IA nous a focalisé sur la notion de problème. On se demande qu'est-ce que peut faire l'IA et on cherche un problème et on se dit, tiens, il pourrait être résolu de cette manière-là. Le repliement des protéines, les matériaux nouveaux, etc. Mais on oublie qu'en général, on fait plein d'autres choses dans la vie. On fait face à toutes sortes de situations. Et plus on est, disons, dans une situation qui s'approche de la situation et qui est difficilement problématisable, moins je pense que l'IA pourra aller dans cette direction. Alors, par exemple, quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport à la politique française actuelle? Ou quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport à l'Ukraine? Ou quelle est l'attitude qu'il faut avoir par rapport à la pauvreté dans le monde? Ou les inégalités dans le monde? Ou le mal? Ou la cruauté? Ou la torture, etc. Ce ne sont pas des problèmes que nous pouvons résoudre. Ce sont des situations que nous devons vivre plus ou moins bien, plus ou moins mal. Et on peut évidemment, par moment, localement, dire, pour cette question de la torture, par exemple, on peut essayer d'établir des règles, etc., et résoudre le problème peu à peu. Mais ça n'est jamais que des réponses partielles et provisoires
à des situations qui sont, d'une certaine façon, insolubles. Je vais être plus terrain, je vais revenir peut-être un cran en dessous, mais ce qui est intéressant aux jeux d'échecs, c'est qu'en fait, toutes les données sont visibles. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, il y a énormément de problèmes dans lesquels nous n'avons pas toutes les données, et un certain nombre sont invisibles. Il y a un logo, elles sont visibles aussi. Tout est visible, on le voit juste des deux côtés. Il y a un jeu qui est aussi un champ d'exploration de l'IA où les données ne sont pas visibles, elles sont sur le domaine des sensations, le poker, par exemple. Voilà. C'est extrêmement complexe à mobiliser parce que tout n'est pas visible. Justement, voilà. Donc, c'est tous ces champs où tous les problèmes ne sont pas totalement solubles par les données qu'on a en face de soi. Je pense que là, il y a quand même des limites qu'on mettra du temps à passer avec l'intelligence artificielle. Oui. Oui, c'est ça. Non, il est pré-entraîné. Il y a une vraie différence de complexité entre les échecs et le poker. En tout cas, c'est mon expérience qui date d'il y a 25 ans. Donc, il y a 25 ans, la technicité du poker était basse. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus sophistiquée. Il y a beaucoup d'ordinateurs qui ont fait des équilibres très intéressants sur les mises à faire, à ne pas faire, les fréquences de mise, les tailles des mises. Et je crois qu'il y a une IA d'ailleurs qui était très très forte, développée par Facebook, probablement très difficile à battre. Et en tout cas, on a des logiciels de poker qui jouent en GTO, c'est-à-dire qu'ils sont inexploitables. On ne peut pas les battre. Ils ne nous battent pas vraiment très fortement sur du très long terme. Hein. Ça s'entend toujours sur le très long terme. Ouais, c'est ça. Donc ils ne font pas d'erreur, mais par contre, ils n'exploitent pas au maximum les faiblesses de l'adversaire. Donc voilà, ils sont ces deux oppositions de style, exploitants et non exploitables. Et donc les logiciels ne sont pas exploitables, mais ne sont pas exploitants non plus. Voilà. Pour la parenthèse poker. Je voudrais compléter ma réponse par celle de Kai-Fu Lee. Je ne sais pas si vous voyez qui est Kai-Fu Lee. C'est un très grand entrepreneur taïwanais, doctorat de Carnegie Mellon, un spécialiste d'IA, mais aussi un grand entrepreneur qui travaille surtout en Chine et qui a écrit un livre pour expliquer que la Chine allait certainement gagner la guerre. Et il dit, voilà, moi je pense que l'IA pourra tout faire, sauf deux choses. Et c'est marrant qu'il dise ça. Il dit, premièrement, le contrôle moteur microscopique, c'est-à-dire les tout petits mouvements, ceux justement du pianiste ou du violoniste ou du chirurgien, ou même pour nous qui ne sommes pas des virtuoses, nous faisons constamment des tout petits réglages de motricité. Il dit que ça va échapper à l'IA. Et l'autre chose, c'est l'amour, tout simplement, l'affectivité. Voilà. Il est quelle heure là ? Il est l'heure de vivre. C'est ça ? Voilà, d'aller, voilà. Aimons-nous. Bon, merci beaucoup à tous les quatre, à tous les trois, pardon. La série, elle est disponible quand ? Le 2 octobre. Ben voilà, donc le 2 octobre pour voir la suite et pour savoir qui va gagner entre Deep Blue et Kasparov. Sur arte.tv. Voilà. Bon, merci beaucoup et bonne soirée.